2, 3, go. 1, 2, 3, go. La petite lumière va s'allumer. Et voilà. Voilà. OK, l'enregistrement a démarré. OK, Oui, salut Eric, ça va? ça va toi? Ça va? Ça Oui, ça va? va bien. On est le dimanche 19 février 2023. On est déjà à la capsule numéro 23. Le temps passe vite. Ce sur quoi on va parler aujourd'hui, c'est la révolte des Pitots de Oui. 1548. Oh, C'est toujours dans notre espèce de petit tour d'horizon des révoltes populaires, sans nécessairement y aller de façon euh, pas linéaire, mais chronologique. ouais. J'ai choisi celle-là parce que ça va être la révolte des Pitots de 1548. C'est probablement la base de toutes les révolutions paysannes qui vont suivre après. Tout le 15e siècle va être marqué par une série de révoltes paysannes, mais la première d'envergure, c'est celle-là qui va instituer une espèce de méthode de révolte. Toutes les autres qui vont suivre vont prendre à peu près le même pattern. Contrairement à ce qu'on avait fait précédemment, je ne m'attarderai pas nécessairement à la révolte comme telle. Je vais en faire un résumé. Ça donnera, je veux dire, bon, à un moment donné, chacune des révoltes va sensiblement se ressembler. Là. T'as une bande qui se révolte, ils vont piller là, là. Bon, je vais faire un court résumé, mais ce sur quoi on va surtout s'attarder, c'est le contexte. On va regarder un peu la méthodologie de la révolte. Qu'est-ce qui fait qu'une révolte paysanne est complètement différente d'une révolte urbaine? Les points forts, les points faibles, puis tous les aspects sociaux alentour de ça. OK. Puis c'est cela. Je crois que Ah, ça va être assez c'est intéressant. intéressant, c'est intéressant. J'ai Oui. décidé d'y aller. On n'aura pas trop on n'aura pas trop d'images. Ça ne Non. donne pas grand-chose parce qu'on va plutôt s'attarder sur certains aspects. Et puis voilà quoi. Et Je voilà. suis prêt à y aller. Donc, Donc, voilà, c'est la révolte des Pitots. La définition de Pitots, toute la série de révoltes qu'il va y avoir à partir de la fin du 14e, puis tout le 15e, on va avoir la révolte des sabotiers, la révolte des... Ils ont tous un nom en rapport généralement avec leur métier ou un élément clé de la révolte. Elle est aussi appelée la révolte des gabelles. On va voir pourquoi. OK. Plutôt que ce que c'est, en fait, c'est un individu ou un personnage grossier qui se caractérise par son manque d'éducation et ses mauvaises manières, qui manque de finesse tant sur le plan physique que moral. Ça, c'était dans le... Et dans un deuxième sens, on peut dire paysan à l'époque du Moyen Âge. La chose qu'il faut se souvenir, c'est que dans la plupart des révoltes paysannes, l'écrit est manquant. On va Ça va être extrêmement difficile d'aller chercher des archives. Ils vont plutôt aller dans les cours de justice, aller chercher des vieux procès-verbaux. Il n'y a pas trop d'écrits. Les seuls écrits, ça va être évidemment ceux qui les ont réprimés. Euh, Puis déjà, quand je vois le sens qu'on donne au mot pito, je me dis, bon, ben OK, il y a peut-être de ça aussi. Là. Euh, le livre sur lequel je me suis basé, en fait, je vais présenter deux livres, même si le premier, qui est La guerre de 100 ans, c'est par Georges Minois. C'est une brique considérable. C'est aux éditions Tempus, Tempus. Bien qu'on ne parlera pas trop de la guerre de 100 ans, je tenais quand même à euh, citer Parfait. ce livre qui est, Oui. malgré son épaisseur, se lit comme, écoute, ça se lit comme un roman, c'est bon, c'est bien fait, il y a de l'humour, puis c'est une superbe synthèse sur la guerre de 100 ans voilà.
Mais pour cette capsule-là, je me Qui a suis... duré 130 ans, je pense. Ah, écoute, Ouais. il y a plusieurs... ouais, on ne s'entend pas. D'ailleurs, le mot, la guerre de 100 ans, je pense que ça a été sorti au 19e siècle. C'est pour ça. Tout sort parler au de cette 19e époque. siècle. Ouais. C'est incroyable. Le livre sur lequel je me suis beaucoup référé, c'est un livre d'Yves-Marie Bercé, un historien qui se spécialise dans les révoltes. Un monsieur honorable, 86 ans aujourd'hui. C'est Croquants et nu-pieds. Croquants et nu-pieds, oui. Et c'est quoi les croquants et c'est quoi les nu-pieds? Bon, ben les croquants, de ce que je peux voir, ça désigne, en fait, officiellement, lui, ce qu'il dit là-dedans, mais il y a d'autres définitions, si tu vois. Toi, tu en as une autre aussi. Ouais. Désigne les paysans aquitains, donc de l'Aquitaine, révoltés en 1594 et 1637. Mais le mot a dévié, c'est aujourd'hui, Brassens en parle, Ouais. parle Les souvent de croquants et les croquants. croquants. Et le mot, c'est ça, c'est devenu un peu péjoratif. On parle d'un paysan grossier, encore une fois, etc., etc. Toi, Mais c'était Nick, quoi? les croquants, ça serait les bourgeois. Quand tu arrives au 19e siècle, de quoi de même, c'est les Ouais, parce bourgeois. que dans les chansons de Brassens, ça Ouais, c'est désigne les plutôt bourgeois, des ouais. bourgeois. Ouais. Les croquants et les Ils ventrés, pas trop. croquent des choses, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ça vient de fou. Et les nu-pieds est le nom que revendiquaient eux-mêmes les Normands insurgés de 1639. On ne parlera pas vraiment de ça ici, mais Non. c'est en fait pourquoi je cite le mot, j'ai cité avant la guerre de 100 ans, c'est que on voit toujours trop large, hein, Eric? Non, mais c'est Je, correct. je- je voulais faire, en fait, je voulais faire un pont entre la guerre de 100 ans, la peste noire. Il y a eu une période après, à partir de 1420 jusqu'à justement la révolte des Pitos. Il y a un truc comme 120 ans où il y a un calme relatif en France. On verra un peu pourquoi. Puis il y a quand même 120 ans où tu n'as à peu près pas de révolte. Il semble y avoir une période. Je ne dis pas que la France n'est pas en guerre ici et là où ça ne se tape pas dedans, mais il y Y a a-tu une paix industrielle? ouais. En fait, je voulais faire un beau pont, Oui. tout ça, mais écoute, ça m'aurait pris. Fait que Ouais. j'ai chopé, je me dis, j'arriverai jamais. Donc, OK, je vais quand même faire une espèce de petit prologue où on va parler, Parfait. je vais éviter. Pourquoi la guerre de 15, pas la guerre, mais la révolte des Pitos est si importante pour moi, c'est qu'elle constitue la base de toutes les prochaines révoltes paysannes. C'est comme la révolte mère d'une certaine façon de s'organiser, d'attaquer, de se défendre. Toutes les autres révoltes successives vont se baser, vont reprendre le même modèle. On va analyser le modèle, on va regarder le modus operandi, puis OK. plus que la révolte en tant que telle. Ça va être un regard sur la révolte de 1548. Un œil externe. All right. Bon, prologue. On peut vaguement parler de la guerre de 100 ans. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la guerre de 100 ans n'influe pas vraiment sur la démographie générale en France. Ce sont plutôt les gens de noblesse qui vont écoper. Ben oui, puisque c'est eux qui sont aux premières lignes des batailles. Les paysans vont par contre subir de plein fouet les ravages des chevauchés ainsi que les pillages des compagnies. Il n'y avait pas d'armée de métier dans ce temps-là. Alors, lors des périodes de paix, les soldats brigandent, pillent les campagnes, passent le temps comme ça. En fait, ils vivent sur le peuple, mais sans leur demander. Hein. Tous ces problèmes-là, tu vas le voir dans le livre de la guerre des 100 ans, va amener peu à peu une rémunération permanente. On va constituer avec le temps une armée de métiers, Ouais. entre guillemets. Ouais, c'est ça, les armées professionnelles, là. C'est ça. Ouais. Donc, guerre de 100 ans,
on va vivre plusieurs générations avec une insécurité permanente. Ça marque les esprits, c'est sûr. Si pendant une centaine d'années, ça se tapoche dedans, puis quand c'est pas l'armée, c'est les brigands. Quand c'est pas les brigands, c'est les soldats devenus brigands. C'est l'époque où on va avoir une certaine... On va s'habituer à vivre avec la violence. Ça va donner lieu aussi à une augmentation des fortifications des villes et villages pour protéger les habitants. Les fortifications ne viennent pas nécessairement toujours pour l'ennemi de la France, mais pour l'ennemi intérieur, le brigandage. On va voir aussi apparaître une augmentation de la ferveur religieuse, ce qui n'est pas nécessairement mauvais de le dire là pour ce qui va arriver ensuite. C'est surtout la Grande Peste de 1349 qui va perdurer sur plusieurs vagues jusqu'en 1375, qui va sérieusement entamer une forte dépopulation de la France. Avant la peste, on estime à environ 21 millions d'habitants en France, sur tout le territoire français. Ça va chuter d'environ 60 %. On estime qu'en 1430, là, une centaine d'années plus tard, on est rendu à entre 8 et 10 millions d'habitants. C'est 60 % qui a fondu. C'est énorme. Puis, donc, qu'est-ce que ça amène? C'est une cassure sociale importante, on s'en doute. La petite noblesse, j'en ai parlé, a significativement diminué en nombre. Dans certaines régions, c'est moins de 20 % des nobles qui peuvent revendiquer un titre antérieur au 14e siècle. C'est majeur. Oui, c'est majeur. Il va y avoir un renouveau dans la noblesse. Donc, on va voir des petits bourgeois, des marchands qui vont aller chercher leur titre de noblesse. Il faut combler le manque. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a de nombreuses terres cultivables qui sont en friche. Les villages ont été vidés. Il y a des villages entiers qui ont passé, qui sont morts. Tous les habitants, on parle de 60 %, c'est énorme. Donc, il va y avoir des terres cultivables qui vont être à l'abandon en jachère, en friche plutôt. On va voir aussi une série de famines et disettes sur une période d'années. Puis, donc, là, j'en reparle. À partir de 1420, il y a un calme de longue durée qui se produit dans les campagnes. La conjoncture est favorable. Les tumultes et jacqueries du 14e siècle sont pour le moment chose du passé. Puis je ne pourrais pas dire pourquoi, il aurait fallu que j'aille plus de temps. Les terres sont à prendre et à exploiter. Donc, il y a de nouveaux propriétaires terriens issus justement de cette espèce de filtre chez les survivants. Là, je veux dire, tu as un paquet de gens qui sont disparus. Donc, tout est à prendre, tout est à recommencer, tout est à reconstruire. Après l'hécatombe de la peste, un renouveau social et économique s'installe et se construit. L'État moderne va rapidement s'édifier sur les débris du monde féodal. Pardon, je sais bien écrit. Surtout François Ier qui va instaurer la France moderne. Ça, c'est bien plus tard. Lui, c'est ça, 1500. 1500, il meurt en 1547. Oui, 1547. Donc, c'est sous François Ier que l'État moderne se précise. Donc, la révolte va avoir lieu pendant cette période-là. Notamment les institutions judiciaires et financières. L'État doit donc se donner les moyens et l'ossature fiscale pour ses besoins. Okay? Donc, ça va être un besoin d'argent tout le temps pour construire pour moderniser l'État. L'un des moyens pour gonfler les revenus passe par la gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel. À cette époque-là, le sel était une denrée de première nécessité. C'était pas un truc anodin. Tu avais besoin de... pour ta bouffe, pour tout, surtout pour la conservation des aliments. Ouais. OK? C'est un élément nutritif aussi indispensable pour le bétail. Et puis, ça arrivait aussi qu'on se servait du sel comme monnaie d'échange, comme en troc. On appelait ça l'or blanc à l'époque. L'or blanc.
Depuis le Moyen Âge, la gabelle désigne un impôt sur le sel. Une ordonnance de... On va parler de sel parce que la révolte de 1548 a comme sujet principal le sel. C'est aussi con que ça. C'est vrai, hein? Mais si tu penses Oui, à ça, quand tu sales ta frite, tu ne ouais. penses pas à ça, mais il y a eu des gens Oui, tu qui... penses au cholestérol, mon cher. Ah ouais, oui, ça donne le cholestérol. Je sais pas, j'ai aucune idée. Non? C'est pas bon pour le cœur. Ouais. On fera une capsule. On fera une capsule là-dessus. Donc, depuis le Moyen Âge, la gabelle désigne un impôt sur le sel. Une ordonnance royale de Philippe VI en mars 1342 impose un monopole d'État sur les ventes. Tu vois, la SAC n'a rien inventé. Le Québec n'a rien inventé avec l'alcool. Hydro-Québec, la SAC, Hydro-Québec. l'Auto-Québec, toutes les sociétés d'État. Mais quand tu y La penses, première société d'État. ouais, mais quand tu y penses, c'est génial parce que tout le monde a besoin de sel pour Oui. préserver les aliments, etc., etc. Donc, on va créer un monopole. Incroyable. Le sel est vendu dans des greniers administrés par des agents du roi. Et c'est là qu'il faut être attentif. Attention. OK. Au prix du marchand s'ajoute désormais le prix du monarque. L'impôt sur le sel évolue de façon autonome, sans rapport avec le prix de la marchandise et sans rapport avec sa consommation. Il augmente, il baisse, il monte. Je ne sais pas pourquoi. La gabelle va progressivement désigner la taxe et le grenier public où l'État entrepose le sel. On va appeler ça la gabelle. Donc, de l'impôt sur le sel. Gelé un petit peu. Tu as rien que gelé une petite affaire. Je fais que recommencer ta phrase. Hein? Non, ça arrive. Ouais, c'est quelle phrase que... tu étais à... dans le fond, ils ont des entrepôts de sel, etc. Fait que là, tu allais commencer ta phrase. oui, donc le sel est vendu à des greniers administrés par des agents du roi. Okay. Oui. Au prix du marchand s'ajoute désormais le prix du monarque. Oui. L'impôt sur le sel évolue de façon autonome, sans rapport avec le prix de la marchandise et sans rapport avec la consommation. Ça, c'est ce que je l'avais dit? Oui. OK, ça évolue, ça baisse, ça monte. Ça. Donc, la gabelle va progressivement désigner la taxe et le grenier public où l'État entrepose le sel. Tu peux dire autant la taxe en parlant de la gabelle que le grenier. On va attaquer la gabelle. On va piller la gabelle. OK? On appellera les agents du roi, là, ceux qui s'occupent de la gabelle, on va les appeler les gabeleurs ou gabelous ou encore méchants, les méchants. C'est important. Oui, les méchants. Et les inventeurs. Les inventeurs, pourquoi les inventeurs? Tu vas le voir plus tard. OK. Oh, le suspense. The suspense from the gabblers. Donc, on appellera gabeleurs, gabelous, méchants, administrateurs, tous les administrateurs chargés de lever les impôts sur le sel et aussi, donc, les inventeurs. Dans certaines lettres des révoltés qu'ils envoient au roi, tu as le mot les inventeurs ou encore. OK, mais on va voir, ça va être intéressant à voir pourquoi, ouais. OK. Donc, juste avant la révolte, François Ier va essayer il va tenter une réforme en 1541. Il veut uniformiser dans tout le royaume le droit à la gabelle, ce qui lésait les régions de l'ouest de la France soumises à un régime plus favorable. Les régions de l'ouest, les principales régions sont l'Aquitaine et la Saintonge. L'Aquitaine, c'est toute la côte sud-ouest avec Bordeaux comme chef-lieu. Puis la Saintonge, c'est grosso modo Charente-Maritime. On va vous le montrer. On a celle-là ici. Juste voici l'Aquitaine. Ceux qui sont pas. Ça, c'est l'Aquitaine. Oui. Ouais. Et après ça, vous avez la Saintonge. Juste en haut, oui, c'est ça. En fait, Charente-Maritime, le Pinot des Charentes. L'Aquitaine est française rendue là, elle n'est plus anglaise. Hein? Non, ça, c'est fini. La guerre de 100 ans est finie, etc. Fait que ça a été clair. En fait, pourquoi ces deux régions-là bénéficient d'un régime plus favorable? Ben, c'est les producteurs.
Ouais. toute la côte atlantique, tu vas avoir là, je suis là avec mon doigt, je me promène sur la côte. Non, non. Mais c'est les marais salins, on va les voir sur toute la côte, en C'est Bretagne ça. aussi. En On en voit Bretagne, aussi. la Normandie, Oui, c'est ça, oui. ouais. Mais donc, eux n'ont pas besoin. C'est comme si. C'est sûr que voyons, les territoires de l'Est, ceux qui sont à l'Est, bon, c'est sûr qu'il y a une taxe qui est nécessaire, etc. Mais les producteurs, eux, ils ne veulent pas être traités comme le gars à l'autre bout à qui on va porter le sel. C'est eux qui le produisent. Donc, ça devient fucker. Dit-il. Fucker, du verbe fucker. Donc, c'est ça. Ils tentent d'uniformiser dans tout le royaume. Ça ne marche pas. Là. C'est comme si, je ne sais pas, moi, à Bordeaux, tu vends du vin au même prix en principe, les régions productrices vont payer moins cher leurs produits. Tu sais, le sirop d'érable au Québec, tu le vends moins cher que. Bon, c'est le même principe. Puis, bon, donc, il va y avoir une première tentative de réforme. Ça va provoquer une première révolte à La Rochelle en 1442. Tu as des marais salins, même près du mont Saint-Michel, je pense. Mont-Saint-Michel, ça serait soit la Bretagne ou Ouais, voyons, la Vendée. Ouais. Ouais. Donc, on va voir aussi pourquoi c'est une victoire rapide des paysans. Le roi va s'essayer en 1442, donc en 41, en 42, c'est-à-dire il y a une première révolte qui conduit à l'abandon pur et simple de la réforme. C'est quelque chose qui essaye de passer, mais ça se soulève, les gens n'aiment pas ça, puis le roi abdique, il abandonne, mais il n'y a pas dans l'idée d'abandonner trop longtemps. En 1544, 2 nouvelles ordonnances instituèrent les greniers royaux dans les régions de l'Ouest et leur accordèrent le même monopole du commerce du sel que dans le reste du royaume. Ils recommencent, mais dans le sud-ouest. De nouveau, la révolte retarda l'installation des greniers à sel. Une importante troupe de chevaucheurs du sel furent chargés d'empêcher toute contrebande. Là, ça va. Il solidifie, là. Oui, ça va monter, puis ça va finir en révolte. La révolte éclate dans l'Angoumois, ou en Charente, à la fin du printemps 1548. À la fin du printemps 48. Ça va se poursuivre jusqu'en septembre. Les paysans soulevés exigèrent d'abord la libération de 2 d'entre eux qui avaient été arrêtés par les Gabelous et le rétablissement de l'ancienne coutume. Donc, ça part d'un élément secondaire qui, finalement, un peu comme dans n'importe quelle révolte, on chiale contre une taxe, mais c'est un. Ouais. L'étincelle vient d'ailleurs, puis là, ça amène la révolte. La révolte va s'étendre rapidement et en juillet, une petite troupe envoyée par Henri d'Albret échoua à rétablir l'ordre. La révolte prit alors un tour plus radical. Ils vont prendre Bordeaux. Donc, la Saintonge, Charente-Maritime, ou l'Aquitaine se soulevèrent à leur tour. Les insurgés s'organisèrent et formèrent 3 colonnes dirigées par 3 doudes, puis Moreau, Boismenier et Telmagne. Ah, Telmagne. Telmagne? Je sais pas, j'ai aucune idée. Telmagne, tel fils. Telmagne, tel fils. À Sainte, à Ruffec, les greniers à sel furent détruits. À Cognac, le receveur du grenier fut tué. Il y a eu une coupe de morts là-dedans. En Aquitaine, les bandes de Telmagne occupèrent Libourne et Bordeaux se joignaient à la révolte. On s'en prend aussi non seulement aux officiaux royaux, mais également aux riches. Là, ça part dans tous les sens. L'exacerbation de la situation conduisit Henri II à ordonner une répression sans pitié. Ouais, on en Alors revient qu'il avec avait. Henri II. Oui, parce que l'autre est mort en 47, là, on est en 48. Donc, une répression sans pitié, alors qu'il avait d'abord accordé son pardon en août. Tu sais, je t'avais dit que ça durait. Ouais. Là, je résume, on aurait pu parler pendant une heure et demie Oui. parce que ça serait trop long, puis c'est toujours, à un moment donné, à force de parler de révolte, c'est soit tu parles de barricade ou Ouais. de. Puis ça commence à se ressembler. Surtout qu'il n'y a pas, encore une fois, Éric,
Mhm. Il n'y a pas trop d'archives sur. Non, c'est ça. Donc, même les historiens, ils rament très fort pour essayer de retrouver les choses. constituer les événements. En septembre, 2 armées royales furent formées. L'une confiée à François d'Aumale, qui descendit depuis Poitiers, l'autre au connétable Anne de Montmorency, qui avança depuis Toulouse vers Bordeaux. La répression fut terrible, encore une fois. Alors que Bordeaux avait ouvert ses portes au connétable, celui-ci désarma la ville. Il organisa une chambre criminelle à la fois contre les émeutiers et contre les bourgeois et magistrats qui s'étaient montrés coupables de faiblesse ou d'indécision. Et quelques 140 personnes furent condamnées à mort. Oui, la répression était 140. Tabarnak, quand même. C'est beaucoup, mais c'est moins que ce qu'on va voir. Ouais. Bon, la ville fut privée à perpétuité de ses libertés et dut payer une forte amende. Les bourgeois furent tenus de faire amende honorable en public. Là-bas, en Angoumois, la répression fut semblable. Les chefs de bande furent arrêtés et eux aussi suppliciés. En 1549, cependant, les mesures vexatoires furent adoucies par la loi. Le régime précédent fut rétabli, donc qui correspondait à des taxes plus faibles. Okay. Enfin, en 1553, les provinces tombèrent d'accord avec le Trésor royal pour racheter l'impôt. Et en 1554, les provinces du Sud-Ouest devinrent rédimées, donc désormais exemptées de la gabelle. Mais ça ne durera pas, mais bon, ça limite. Ça montre qu'il y a quand même des victoires avec ces révoltes-là. On va voir un peu plus loin pourquoi. Oui. En gros, la révolte, c'est ça, mais en très, très gros, très, très gros. Ouais. Mais sinon, on irait dans des détails chirurgicaux. Un tel, l'autre, il a vidé sa maison, ils ont bu le vin. Regarde, c'est détaillé comme ça, là, mais tu le vois, il y a des lettres que les gabeleurs, pas les gabeleurs, mais les capitaines de bande. Là, mais ça aurait été intéressant, mais ça aurait pris 2 heures. On n'aurait pas fini, ouais. Non. C'est écrit en vieux français, c'est le fun au bout. Les méchants. OK. Quelques observations. Le gabeleur. Oui. OK. Les administrateurs des greniers à sel sont entourés de nombreux collaborateurs. Mesureurs, contrôleurs, greffiers, sergents, avocats, name it. Autant de fils qui permettent le développement de l'affermage. On va les appeler les gabeleurs, comme j'ai dit, ou gabelous, ou méchants, ou inventeurs. Ils détiennent la charge de receveur de la gabelle, qui est un office reçu du roi. Check bien ça. François Ier et Henri II vont généraliser l'affermage de la gabelle. L'impôt est affermé, c'est-à-dire confié à des intermédiaires financiers, les fermiers, qui avancent chaque année le revenu global de la gabelle au roi. Ils se remboursent ensuite sur la vente à la population. Ouais, c'est fucké. Parce que tu payes, à chaque année, tu payes une somme X au roi. Ouais. Tu n'as pas encore vendu le sel. Non. Tu t'envoies ça dans les coffres royaux, puis ensuite, tu te payes avec le sel. Tu vois déjà le fuck. Ils vont tricher sur les prix, ils vont exagérer. Ça ouvre la porte à la corruption totale. C'est de la corruption. Puis c'est un système de corruption hallucinant. Il va inventer, c'est ça, le gabeleur use de leur statut pour inventer de nouveaux impôts. La maison est trop large, la rue ici est trop étroite. Name it. C'est-tu de là que ça vient, les fenêtres? Parce qu'en France, les fenêtres, il y avait une taxe pour chaque fenêtre que tu avais. Oui, il y avait, mais enfin, bref. Mais les gabeleurs semblent animés de. Tu sais, ils sont sans scrupules. Ils vont créer une haine générale contre eux. C'est pour ça qu'on les surnommera aussi les inventeurs, parce qu'ils inventent. Et c'est retrouvé dans les lettres, dans les adresses au roi que les capitaines de ces bandes-là écrivent. On va les appeler les inventeurs. Puis c'est dans en tout cas, on va voir plus loin. C'est dans l'imaginaire après, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils vont chercher. Aujourd'hui, on les appellerait les fraudeurs, les corrompus, des racketteurs.
Puis ils ne sont pas avares au niveau image. Ils ne sont pas discrets, mettons. Ils montrent leur argent, leur richesse. Dans les villes, c'est les maisons des gabeleurs sont faciles à reconnaître. C'est les plus belles, les plus grandes, les plus grosses. Puis ils vont se faire piller aussi quand il va y avoir des rushs dans les villes. Il y a une convergence de haine sur tout le territoire envers les gabeleurs, ce qui va faciliter la propagation d'une révolte. En même temps, ça devient comme le sujet responsable de tous tes malheurs. Pendant plusieurs générations, ils vont représenter ce que tu veux abattre le plus. C'est le fucker numéro 1 pour le paysan ordinaire. Ils vont leur... en fait, j'imagine que s'ils s'étaient contentés de faire leur boulot correctement, sans trop exagérer, tu n'aurais pas donné ça, mais c'est récurrent dans ce que tu lis, c'est toujours les gabeleurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Comment s'organise une révolte des campagnes? C'est ça qui est intéressant parce que c'est le modèle qui va durer pendant des générations dans les campagnes. Yves-Marie Bercé en a recensé jusqu'à la fin du 19e avec le même type de structure. Donc, n'oubliez pas, on n'est pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'Internet. Il faut que tu communiques assez vite avec les moyens que tu as. Oui. On va faire comment? On va utiliser le tocsin de l'église, le clocher. On sonne le tocsin. Quand vraiment là, le verre, quand ça déborde, quand il y en a marre, puis quand que les gabeleurs du coin, on juge qu'ils ont été trop loin, c'est ça. On sonne le tocsin. Toute la paroisse se rapplique à la rescousse. C'est pour soit dépouiller le gabeleur, le piller, le chasser, peu importe, le tuer. Quand la colère est à son compte, c'est généralement ça qui va arriver. Donc, la paroisse se réunit en armes. On va élire un capitaine pour conduire la paroisse, un capitaine par paroisse. D'autres paroisses qui ont entendu le tocsin sont structurées de la même façon. Ils viennent pour porter main forte. On va voir aussi que ce type d'organisation-là était crucial pour la défense des villages contre les ennemis extérieurs, pour chasser une meute de loups, pour se prévenir des brigands. C'est quelque chose qui marchait comme ça avant. On parle des milices citoyennes, dans le fond. Pas tout à fait des milices, parce que les milices sont chargées, ils ne font que ça, whatever. C'est monsieur, madame, tout le monde des communes, des paroisses, autant le bourgeois, autant le boulanger qui laisse son four, tu y vas. C'est tout le monde. Les curés, les vicaires sont impliqués. Puis on va voir pourquoi, parce que c'est dans la loi. Il n'y a pas de police. Il y en a, mais le territoire est trop vaste, puis il n'y a pas assez. Donc, c'est enchâssé dans la loi royale. Tu dois défendre ta commune. Puis on va le voir plus loin. Donc, on élit un capitaine par paroisse. D'autres paroisses ainsi structurées viennent porter main forte. Dès que tu as le son du clocher, de la cloche, du tocsin. Ah, ça me fait chier. Les messages. C'est cochon. 3 minutes, là, j'enlève ça. OK. D'autres paroisses ainsi structurées viennent porter main forte. La troupe se forme de milliers de paysans et devient une bande. C'est important. Tu as la troupe, la bande. On élit à sa tête un colonel, ou comme on dit encore à l'époque, un coronal. Lui, il va s'occuper de la bande. Il va avoir la bande, puis les capitaines. Il va avoir le coronal, puis les capitaines. C'est déjà structuré. On a vraiment un truc militaire. Ce dernier, donc, le coronal, ou aujourd'hui on dirait un colonel, il va créer un conseil avec les capitaines de chaque paroisse.
La première chose qu'ils vont faire, c'est rédiger des lettres de sommation aux paroisses des alentours pour se joindre à eux. Toutes les paroisses qui n'ont pas nécessairement répondu ou qui n'ont pas entendu, sont trop loin, vont être sommées de rappliquer. OK. Ces lettres sont envoyées aux curés et aux vicaires de chacune de ces paroisses visées. Dans les lettres, on y fixe un rendez-vous général dans un champ ou dans un lieu connu de tous ou assez vaste pour contenir tous ces gens-là. Donc, les curés et les vicaires adressés doivent à leur tour faire sonner le tocsin et lire ces lettres-là à l'Église. Personne ne pourra prétexter qu'il ne l'a pas eu, etc., etc. L'invitation à se joindre à la bande est assortie de menaces même pas voilées. En cas de refus, c'est le saccage du village qui est refusé. Purement, simplement. Puis Fait que, veux pas, tu n'as pas le choix. Si tu veux pas. OK? C'est la loi du. Comment on pourrait dire? Tu viens, tu es avec nous ou tu es contre nous? Tu es contre nous. C'est ça. C'est ça. L'opération se poursuit comme ça, de paroisse en paroisse, avec le résultat qu'au bout de quelques semaines, c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 jours, au bout de quelques semaines, toute une province au complet est embrasée. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers de paysans sur pied de guerre. Maintenant, ils sont assemblés maintenant en plusieurs bandes. Puis ils attendent le signal. On le sait, on l'a vu. La paroisse, c'est une troupe, ensuite une bande, etc. Fait il y a plusieurs bandes qui vont se créer. Ouais, t'es un méchant paquet de monde. Une armée, là. T'as une ouais, il y a des révoltes, j'ai checké, ça allait jusqu'à 30 000 personnes. Vraiment, ouais, là, je te parle un peu plus tard dans le 16e siècle. Ce qui m'a fait penser que dans les campagnes, le tocsin est à la révolte, ce qu'est la barricade dans les villes. Ton point de ralliement. Oui, c'est ton point de ralliement, effectivement. Jusqu'à maintenant, ça va? C'est pas trop. Oui, non, c'est bien. On est en train de. J'ai des questions, là, mais c'est pas grave, je vais les poser après. Vas-y, on peut faire une petite pause. Une petite pause, gars. Je dis dans le sens. Trop vite, c'est parce que je vois. Tu sais, comme tu dis, c'est le début de quelque chose, OK? Fait qu'il faut qu'il se réorganise, etc. Si tu regardes au 19e siècle, tu as la garde nationale. La garde nationale, c'est des citoyens que tu regroupes, mettons, une force armée. Normalement, c'était des bourgeois, c'est eux qui pouvaient payer les armes. Mais ça donne l'idée de tout ça. C'est comme l'ancêtre de la garde nationale. Comme exactement. Ça. Ouais. C'est assez intéressant parce que tu vois l'évolution après ça. Ouais. Ça va, puis le tocsin, j'ai une autre question, par exemple. Ouais. Ça, probablement, tu vas l'expliquer plus tard, là. Mais les curés, l'Église est loyale aussi au roi, est loyale parce que c'est le roi divin. Alors, pourquoi est-ce que l'Église, même les nobles, participeraient à ça? Parce que là, c'est une taxe, c'est un impôt. Dans le fond, on va l'appeler un impôt imposé par le roi. Mais pourquoi est-ce que ça va jusque-là? Parce qu'ils sont épris d'une ferveur chrétienne. Oublie pas, 40 ans plus tard, on va avoir les guerres de religion. On a vu la Sainte-Barthélemy, etc. Là. Ils ne sont pas contre les impôts. Ils sont, pour eux, le roi, c'est il est roi de droit divin. Okay. Ça, ils ne contestent pas ça. Ils sont contre les tarifs fiscaux injustes, donc contre l'abus des gabeleurs. En toute bonne conscience, ils se lèvent contre une injustice qui blesse la charité chrétienne. Voilà. Donc, ils sont dans leur droit pour eux, ils sont dans leur droit chrétien. Et ils sont en protection de ce que le roi voulait emmener dans le fond. OK. Exactement. Pour eux, ils sont pas. Ils sont dans leur droit. La charité chrétienne fait que tu fais pas ça à ton prochain, tu le voles pas comme ça, Puis en plus,
c'est ça, c'est que pour eux, le roi n'est probablement pas au courant des abus. Ils ne peuvent pas. Ouais, ils ne peuvent pas faire la colère. En tout cas, c'est ce qui ressort des lettres qu'ils vont adresser au roi. Puis c'est ça qui est fucké, c'est aussitôt qu'ils prennent une place ou un village ou une ville ou ils font qu'ils rapport au roi. qu'ils pillent ou je sais pas quoi, ils écrivent au roi en disant t'es gableur, dude, tu sais, check-les parce que. Enfin, là, je viens de parler en québécois pur jus. Mais il parlait en québécois. Oui, à souvent, le l'époque. québécois et le vieux français. Oui, il disait dude. Puis Hey, fuck. man! C'est ça. Donc, pourquoi? Ben, c'est ça. Donc, le curé, le vicaire, il est toujours là-dedans. C'est une des personnes centrales qui va organiser ne serait-ce qu'en. Fait qu'au fond, il se considère encore au service du roi. Oui. OK, Ils OK. font pas ça pour faire chier le roi. Ils font ça parce que, ben, en tout cas, dans certaines de ces révoltes-là, particulièrement celle dont je parle, celle de 1548, tu le vois par les écrits. Ils n'ont aucune idée négative envers le roi. Pour eux, c'est. Il aurait fallu que je lise une lettre, une des lettres des coronals, un des coronaux, qui tu le vois, le gars, tu dis que c'était naïf, mais bon, mais en même temps. Mais en même temps, on va voir aussi que, contrairement aux révoltes urbaines, les révoltes paysannes, on l'a vu, sont beaucoup plus difficiles à contrer. Ça prend énormément de temps, énormément de soldats, de déploiement. Ça coûte une fortune. Donc, le roi va avoir plus tendance à négocier. On l'a vu de juin à septembre, il y a eu une paix quelque part au milieu. Le roi a concédé certains trucs, mais après, ça s'est envenimé. Il faudrait que. Donc, le roi répond généralement ou envoie un émissaire à sa place pour essayer de calmer le jeu avant de passer à la répression sanglante. Ouais, c'est ça. Quand il arrive là, c'est parce que tout a été tenté. Mis en ordre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou il a négocié du temps pour pouvoir se déployer, puis après ça, faire oui, pourquoi pas. On l'a vu dans n'importe quel. C'est ça. Donc, OK. C'est cette méthode-là, donc celle qu'on a vue, la structure de l'organisation, c'est la même qu'on utilise, je l'ai rapidement évoqué tantôt, pour chasser les loups, les bandes de brigands ou les partis ennemis. C'était déjà là avant. Bref, on chasse les gabeleurs comme on chasse le loup. Pour eux, c'est la même style d'affaires. Ouais. C'est une menace à la communauté. Ouais. Cette méthode-là ne changera pas et perdurera dans les campagnes jusqu'au 19e siècle. Peut-être pas au même rythme, au même nombre. C'est la base de toutes les prochaines révoltes des campagnes. C'est la plus significative. C'est celle qui va marquer ce qui va ouvrir le siècle des révoltes, le 16e? Non, le 17e. 17e, ouais. Cette méthode-là permet des victoires faciles et rapides. On l'a vu, il y a eu dans d'autres révoltes, tu as tout de suite le roi qui veut faire des accommodements. Ouais. Ce qui va encourager les paysans des campagnes à passer par la révolte pour se faire justice. Des fois, c'est juste un rush sur, mettons, une bande de gabeleurs, des gommes, tu reviens, tu ne sais pas qui a fait le roi, je ne sais pas. OK. Fait que bon, il sait qu'il s'est passé quelque chose, mais c'est ça. Donc, tout le 15e siècle sera une suite de ce type de révolte. Un jour, tu as la bande qui va piller un grenier à sel. Un autre jour, ils vont délivrer des redevables d'impôts prisonniers dans les donjons d'une ville. Ça se fait, on y va, pang, boum, victoire, parfait. Le lendemain, on fait comme si de rien n'était. Un autre jour, ils vont piller les recettes des campagnes d'un gabeleur ou un de leurs commis. C'est rapide, efficace, puis tu es loin de la ville, hein? Tu es loin des grands centres de pouvoir. C'est ça. Autant de victoires faciles qui se fêtent par le vin que l'on paye généralement chez les officiers de la gabelle. Il faut se payer un peu. Hein. Puis à la fin du jour, ce qui est remarquable, les gens reviennent chez eux comme si de rien n'était. Poup. T'as fait ta job. Nice.
dans leur... Là, je ne te parle pas de 1548, là, je te parle de Non, toutes en les autres révoltes. général, puis Ouais. après ça, ouais, c'est ça. L'unité de révolte est une unité de lieu. Toute la commune y participe. Il n'y a pas de parti, pas de clivage. Curés, marchands, bourgeois sont de la révolte et même les gentilshommes parfois, soit par crainte d'être pillés ou soit parce qu'ils sont totalement en accord avec le mouvement. Donc, ça, Il y a ils sont c'est unis ça, là-dessus, ouais, ouais. complètement unis. OK. Pour les révoltés qui sont profondément chrétiens, donc on revient à ça, là, le roi ignore que ces gabeleurs sont aussi méchants, puisque le roi ne veut que le bien pour son peuple. Le portrait du gabeleur comme ennemi public prend alors une dimension mythique. Il va se généraliser dans toute la France. On va faire peur aux enfants en disant si tu ne manges pas ta soupe, le gabeleur Le va venir. gabeleur, ouais. J'imagine. Il résume à lui seul tous les malheurs des temps. C'est l'ennemi public numéro un pour le paysan. Le roi, comme le roi est bon et juste, il ignore les maux de son peuple qui lui font subir ses mauvais ministres. C'est pour cette raison un peu naïve que la première action que prennent les révoltés est d'écrire au roi pour lui présenter leur requête, tout en lui dénonçant les actions de ces gabeleurs. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est naïf, mais c'est cool. Oublie pas, tu es dans une période extrêmement ferveur religieuse. Ouais, 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 ouais. Le roi ne peut être que bon. Ça, je l'ai dit, je le répète quand même. Les révoltés ne sont pas contre les impôts. Ils sont contre les tarifs fiscaux, comme j'ai dit. Ils se lèvent contre une injustice qui blesse la foi chrétienne, la charité chrétienne. Il faut rappeler que l'époque est marquée par la quotidienneté de la violence. Dans tous les rapports sociaux, on est habitué à la violence. Par exemple, on a vu aussi les terres qui ont été abandonnées, etc., après la peste. Moi, je récupère cette terre-là et il y a eu beaucoup de procès ou beaucoup de problèmes avec la revendication des terres. Okay. Si l'appartenance de ta terre est contestée, ta défense par la violence ou la force, elle va être plus utile, plus rentable et surtout plus sûre qu'un long procès coûteux avec un résultat incertain. En fait, ça va être la force du nombre. Si tu as une grande famille, si tu as des liens, si tu as un bon réseau de contacts, tu vas en venir au coup pour défendre ta terre, puis le plus fort gagne. C'est dans les mœurs de l'époque. Intéressant, n'est-ce pas? Ben oui. Ben oui. Tu peux quand même faire affaire avec la justice, mais c'est long. Puis tu n'es pas sûr de... Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est la norme, OK? Dans une société où règne la coutume et la tradition, où le droit écrit et étatique n'est pas encore passé dans la pratique, la violence collective occupe une place primordiale et cette place est même consacrée par le droit. Je résume un peu. On est dans les... on commence à créer la France, l'État français moderne. Oui, oui, oui. La pratique juridique, les écrits ça commence, les écrits, c'est là, mais je veux dire, au niveau légal ou au légal, niveau, on est en train de créer ça. Puis quand on parle d'une force légitime, quand on parle que la violence collective occupe une place primordiale, on peut parler, par exemple, une bande de brigands qui arrive, comme on a vu, c'est de la violence défensive. Ça fait partie du quotidien. C'est toujours là. On va régler ça un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est ça. Et quand je dis qu'elle est consacrée par le droit, c'est qu'en effet, ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction de police incombe alors aux magistrats des cours royales et aux municipalités. Dans les communautés des campagnes qui n'ont pas d'échevin ni de consul, c'est-à-dire la plus grande majorité des communautés dans les campagnes, les charges reviennent au petit juge seigneurial ou bien à un syndic élu représentant le village.
Une sorte de conseil Ouais, entre eux. entre eux. Ça peut être OK. le boulanger, Avec le le. marchand, avec Ouais, le. OK, ouais, c'est ouais. ça. Fait qu'eux font office de police, puis c'est dans la loi. T'es même obligé, t'as pas le choix. Puis c'est intéressant Wow! Ben parce que oui, parce que ça ouais, te fait une structure. ça te fait une structure de Ouais. défense, une structure. Puis de là aussi, ce qu'on a vu, comment ce que. En fait, la structure avec laquelle ils vont se révolter, c'est la même structure qui est dans la loi pour faire la police. C'est ça qui Ouais, est ouais, ouais, intéressant. ouais. Ils peuvent compter sur des sergents des villes ou des cavaliers des maréchaussées, mais ils sont très peu nombreux. Puis les territoires sont quand même assez vastes. Leur rapport est négligeable. Si vraiment ils sont en danger, ils peuvent faire appel au roi qui envoie, mais, Mais le temps que ça arrive, mais le temps c'est que ça ça. arrive, etc., C'est comme etc. un Far West, C'est un Far West. C'est Far West carrément ça. européen. Ouais. Ouais, 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 c'est carrément ça. Lors des cas graves, ils doivent appeler au secours la collectivité des habitants. Ils n'ont pas le choix. Euh, Cette collectivité réunie pour parer à un danger imminent est appelée une commune. Donc, on Mhm. appelle à la commune. Toute la police des 16e et 17e siècles est fondée sur le devoir de rescousse communautaire, sur le recours légitime à la violence collective, sur la pratique des assemblées de communes. Donc, c'est enchâssé. C'est la base même des défenses des villages, des campagnes. Fait que tu as une sorte, je sais pas si j'ai tort, mais tu as une sorte de démocratisation de ta défense nationale, dans le fond. Ouais, Ou ta défense provinciale, ou ta défense ouais, ouais, ouais. communautaire. Puis en même temps, on Hein? change, hein? C'est plus le régime féodal. Non, On c'est n'est ça. plus. La noblesse, on l'a vu, elle a chuté. Fait que tu es laissé à toi-même, fait qu'il faut que Ouais, tu te crées. C'est dans la loi nationale parce que, tu sais, c'est comme le roi donne, OK, gars, arrangez-vous entre vous autres, puis, ouais. c'est ça. Ah, OK, Arrangez-vous, mais structurez-vous comme ça. quand Fait que, même, mais sauf qu'il donne une liberté où ce que ben ça. oui, mais c'est surtout qui donne une habitude. Les gens, Ouais, tu sais, ils sentent pas qu'ils font quelque chose de mal quand ils non, sonnent le tocsin pour aller sacrer la volée au gabeleur qui a volé, tu sais, qui a inventé 12 000 taxes pour. ouais, Surtout si c'est répétitif et constant, comme dit la Convention collective. ouais. C'est littéralement la mécanique utilisée par les révoltes populaires, ce qui est enchâssé dans la loi. Le gabeleur est considéré comme un danger au même titre qu'une bande de brigands. Les paysans ne font pas de différence entre les premiers et les seconds quand ils jugent que les villageois sont extorqués par les responsables de la gabelle. Le gabeleur a le même. Bon, j'ai rajouté ça, là, mais il a la même réputation que le loup. Puis on sait comment le loup a été perçu dans tout le Moyen Âge. Euh, Réprimer un soulèvement massif venant des campagnes est beaucoup plus difficile que de réprimer le Ouais, soulèvement qui se produit dans une ville. ouais, Dans c'est ce que une tu ville, expliquais, ouais. tu as une forte concentration d'habitants. Donc, tu es révolté, tu es réfractaire, tu es révolutionnaire, peu importe. Ils sont facilement regroupables. Ils peuvent se créer rapidement en bande, occuper, mettons, un quartier, dresser des barricades, etc. Le problème, Il est c'est pris que là. ça ne dure C'est ça. jamais dans le temps. La ville est aussi la concentration du pouvoir. C'est ça. Généralement, tu as toujours des armées pas trop loin. C'est ça. Puis, donc, tu es là, ben, on va aller te chercher. Mais en campagne, c'est parce que c'est tout rétabli. Fait C'est que ça. ouais. C'est un autre paire de manches. Puis, c'est donc, si la campagne met beaucoup plus de temps à s'organiser, on l'a vu, ça peut prendre des semaines. Mhm, Par contre, les résultats vont avoir une plus longue durée. mhm. Et elle va aussi aller chercher des victoires rapides qui va OK. amener dans l'esprit du paysan qui peut quand même aller chercher autre chose s'il y a une autre révolte. Il peut régler son problème. Tandis qu'une révolte urbaine T'as pas le temps de la aux armes négociation. Ouais. citoyens,
pas de chance. Il n'y a pas grand-chose. On l'a vu. Je veux dire, plus puis souvent qu'autrement, tu te fais massacrer en arrière d'une barricade. Ça Ouais. finit comme ça, anyway. Tandis que tu as aussi le côté un peu plus anonyme, je veux dire, dans les campagnes. Si tu fais un raid sur, je sais pas, une compagnie de gableurs qui demande les passeports pour passer, parce qu'ils demandent aussi des passeports, ben, ils checkent surtout aussi le sel, la fraude sur le sel, La contrebande. la contrebande, voilà, Ouais. c'est ça. Puis là, tu parles à des gens qui créent le sel, puis pour eux, c'est pas de la contrebande. En tout cas, bref, tu comprends C'est le mon truc. métier, ouais, c'est ça. En tout cas. C'est bon. Euh, C'est bon. nanana. Quand les paysans de l'Ouest et du Sud-Ouest prennent les armes en 1548, leur attitude présente les traits de la nouveauté. Ils inaugurent un nouveau mode de révolte. Ils ouvrent une ère originale dans l'expression populaire, dans la défense collective des valeurs, des intérêts que les communautés d'habitat ont conscience de posséder. Ils vont, et comme on a vu, comme on verra, ça va amener une succession de révoltes comme ça. C'est la nouvelle, c'est le petit coup de génie. Pouing! Oh, OK, c'est Ouais, intéressant. on peut faire ça de même, puis ouais. Ouais. Aïe, aïe. 1548 est donc une date importante dans les révoltes populaires en France. C'est le refus des innovations fiscales qui marquent les progrès étatiques de cette époque. La France est le royaume le plus puissant, l'espace le plus habité et où vit la paysannerie la plus nombreuse et la plus dense des temps modernes de l'époque. Donc, elle va devenir une force toujours latente, toujours en dormance. Elle va Tu ne pourras pas, toutes tes innovations fiscales, toutes tes nouvelles taxes, tes nouveaux impôts, tu vas y penser, Tu vas y penser 2 fois avant de l'appliquer, avant de ouais. l'appliquer ou comment C'est ça. l'appliquer, mais en même temps, tu n'as pas le choix. L'État se modernise, il va y avoir la guerre de 30 ans dans pas long. Ouais. Tu vas avoir besoin de ressources. Il faut que tu ailles chercher des entrées. Il faut que tu ailles des entrées d'argent, de nouveaux. Fait que et comme la campagne, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où, techniquement, sur le nombre, tu as le plus d'argent. Donc, c'est toujours eux qui vont Wow. écoper. En tout cas, bref. Non, mais c'est Ouais. c'est intéressant, vraiment. Aux opinions, aux gestes populaires demeurés en marge de l'écriture, on l'a vu, l'écriture, les révoltés, ce pas des écrivains, là, puis à part peut-être le capitaine ou peut-être le curé, le vicaire qui va. Il y en a quelques-uns qui écrivent là, quand même, la petite noblesse, whatever, ou le bourgeois, Ouais, ce soit le bourgeois ou le commerçant, le marchand. Tu sais. Donc, dans toutes les archives, dans tout ce qui s'est passé, c'est extrêmement difficile aux historiens d'aller à la source parce que la parole fait défaut. Ouais. On n'a pas l'écrit. Leur tendance ne s'exprime qu'au discours indirect sous la plume des témoins empruntés, un tel que OK. vu. Leur volonté, leur idéologie demeure informulée. On n'a pas l'âme, on n'a pas la. On peut, mettons, la Révolution française, on le voit, les travailleurs En 48, en en, 32, en en 34, 18, ouais. on a des Ouais. écrits, il y avait des étudiants, il y avait, bon, puis même à l'époque, on valorisait le travailleur qui apprenait à lire, donc il restait des choses. À l'époque, il reste très, 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 très peu d'archives écrites qui pourraient nous faire connaître un peu plus leurs revendications, leurs sentiments, leurs problèmes, leurs griefs envers les gableurs, leur vie de tous les jours. Donc, les mouvements populaires s'expriment moins par leurs discours que par leurs actes et l'enchaînement de ces actes. L'écrit n'est pas paysan, il est du domaine du pouvoir.
aussi, les faits qui nous sont parvenus à travers l'écrit sont fondamentalement négatifs envers ces mouvements. La plupart, même plus tard, quand tout le monde sait écrire, même les Gilets jaunes, même, on le sait parce que la dominance de l'écrit ou de la nouvelle ou de l'info, on le sait qui tient les ficelles. T'es en 1548, puis c'est encore pareil, ça. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. La trace des révoltes populaires est noyée dans l'anonymat. Difficile d'en tracer l'histoire profonde à partir de si peu d'archives. On les retrouve que dans les procès-verbaux de justice ou dans certaines relations faites par des témoins. Ces documents sont rares. Et j'en étais là. Et voilà, c'était en fait le petit tour de... Un regard, en fait. Quand j'ai mis le titre, je me suis dit, dans le fond, c'est pas une analyse, c'est pas un... mais c'est genre intéressant. Des petits trucs à côté. Ouais. Et c'est surtout une base sur laquelle on va pouvoir avoir en tête pour les prochaines, quand on va parler de certaines révoltes populaires. Moi, je vais avoir une question niaiseuse, mais le gableur là-dedans, là, quand il entendait le tocsin sonner pendant tous ces temps-là, c'est ah, tabarnak. Non, mais ça doit être débile, la peur du gars. Oh shit, c'est moi maintenant. Oui, mais souvent, ils retournent. T'avais ceux qui contrôlaient les routes, les passages, mais le gros des gableurs, j'imagine qu'ils se tenaient dans les grandes villes, puis ils envoyaient ses... Il envoyait ses subalternes ou quoi de même. Subalternes. Dans le fond, c'était tes fonctionnaires d'une certaine façon. C'est ça, fait que c'est assez intéressant. Oui, puis c'est le fun parce que ça... J'ai vu que Yves-Marie Bercé, qui a écrit le livre, en passant, qui se revendique anarchiste de droite. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est des libertariens, là. Ça existe, ça a l'air que ça existe. Mais comment tu peux être anarchiste? Ça, là, ben, tu vois, la droite, le capitaliste, parce que c'est comme des sortes de capitalistes, mais que le gouvernement ne s'introduit pas dans rien. Fait que c'est le libre marché sur tout. L'anarchiste de droite, tu avais des philosophes à l'époque, pas Steiner, mais tu avais Steiner, mais tu avais des gens de droite qui étaient anarchistes. En tout cas, tu sais, tu as Hegel qui a beaucoup influencé Bakounine, mais tu as un autre qui était de droite, plus réactionnaire, qui était. Ça a l'air anarchiste, mais c'est l'individualisme. C'est plus individualiste que. OK. Mais j'ai de la misère à l'expliquer aussi. Je sais pas pourquoi ça existe. C'est comme, mettons, c'est comme un conservateur progressiste. Ouais. C'est comme. C'est une contradiction, mais ça existe. Oui, comme mettons, Éric Duhem serait considéré un libertarien, donc c'est une forme d'anarchiste d'une certaine façon. OK. Mais par contre. Très tordu comme. Mais je regardais quand même ses écrits précédents. Je pense, Eric, je vais me plonger dans. Écoute, tu as des titres. La violence au village 16e jusqu'au 19e. Violence et répression dans la France moderne. Révolte et révolution dans l'Europe moderne. Histoire des procès politiques. Naissance dramatique de l'absolutisme. Le roi caché, sauveur et imposteur, mythe politique populaire dans l'Europe moderne. Intéressant. Le mec, il est vraiment fixé sur une idée. Tu sais, Ardent serait considérée, pas anarchiste, mais une libertarienne. Là. Ben, c'est ça. Qui? Je pense que c'est Ardent, la femme. Là, Arendt? Ouais. Anna Arendt? Ouais. En tout cas, je me suis déjà fait dire ça. J'étais, je savais pas. Ben non. Mais en tout cas, il y a des gens de la gauche qui la considèrent de droite. Là. Ou c'est une de ceux-là. Soit elle, c'est un autre. Là. En tout cas, c'est des libertariens. C'est juste ça. C'est que le gouvernement, tu as du capitalisme, puis le gouvernement ne se mêle pas de rien. OK. Mais c'est pas de l'anarchie. Tu réglementes pas le capitalisme. Oui, c'est le libéralisme.
Non, c'est qu'il y en a qui vont plus loin que ça. Ça a l'air que c'est de la même OK. chose. C'est intéressant. Un anarcho-capitaliste. Ben oui. Ben, Hitler avait le national-socialisme. Oui, exactement. Ça, un oxymoron. D'ailleurs. C'était voulu. Ouais. C'était voulu. Lui, c'était pour aller chercher la classe ouvrière. Puis après ça, il a aboli tous les syndicats, toutes les. Vous n'avez plus besoin d'eux, vous nous avez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est assez, mais c'est assez intéressant, moi, sérieux. Puis tu vois le début de l'organisation communale. Ouais. C'est vraiment, tu te tiens. Là, on parle de toutes les classes sociales qui se rejoignent. Hey, mais tu peux faire plein de liens, là. Tu sais, c'est que tu instaures un système où les gens se démerdent d'eux-mêmes. OK? Ouais. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Donc, tu instaures une mentalité presque communiste. Ben, oui. Ben, je veux dire, peut-être pas communiste, mais. Mais je te dirais. Je sais pas si c'est Bakounine qui l'explique ou c'est. C'est que tu as des penseurs anarchistes qui parlaient, mettons, du Moyen-Âge. Okay. Tu avais tes nobles qui se faisaient la guerre ou qui partaient en guerre, etc. Quand ils partaient en guerre, le peuple était laissé à lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrangeaient entre eux, ils s'organisaient, ils s'entraidaient pour la survie. Après la peste, tu l'as. Je pense que les gens, il fallait qu'ils s'organisent contre les brigands, contre ça. Même le pouvoir ne peut pas fournir des troupes. Écoute, des troupes en France qui prennent soin des routes, tout ça, ça arrive quand? Plus vers. Puis vraiment que c'est instauré, c'est durant la Première Empire. Parce qu'avant ça, il y a une misère à contrôler tout. Tu as tellement de guerres, tu as tellement de chaos d'une certaine façon. Mais moi, ce que je veux probablement fouiller plus là-dessus, mais quand tu vois, mettons, la peste arriver, décimer jusqu'à, on va dire, 60%, mettons. 60%. On va dire 50%. Ce qui est déjà pas mal. J'aimerais lire juste après comment ils s'organisent. Comment ils s'organisent pour ensuite, ça va amener la Renaissance. Tu sais, tu as comme un renouveau, tu as les États qui se construisent, tu as la France qui va se solidifier étatiquement. Tu sais, il y a comme un. Ah, mais c'est long, man. Non, je sais, long. Mais dans l'histoire humaine, c'est. Mais je pense parce que l'histoire, nos livres d'histoire, etc., ça a plus été sur le pouvoir. Comment eux se sont arrangés. Mais le peuple, comment il s'arrange en bas, mais là, je pense tu as démontré une façon qu'ils se sont organisés. Avec les lois, oui, mais c'est parce que c'est des lois comme arrangez-vous puis faites ce que vous pouvez faire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de riches, pauvres participent. C'est vraiment l'unité, l'esprit d'unité. Il n'y a pas de guerre de classe. Oui, il n'y a pas de guerre de classe. Pas en situation d'attaque, pas en situation d'urgence quand il sonne le tocsin. J'ai toujours tendance à dire le toxon, mais on va dire le toxon. Mais c'est le toxon. Mais c'est intéressant. Ça montre que quand tout. Enfin, bref, c'est peut-être pas la bonne démonstration, mais je veux dire, quand tout le monde pousse ensemble dans la même direction, ils ont eu. C'est ça, ils ont gagné. Puis, comme tu expliquais très bien, le fait qu'ils sont en campagne, le gouvernement ne peut pas. C'est comme, mettons, le côté logistique, déplacer une armée, des troupes, ça prend bien trop de temps, puis c'est bien trop dur. Là. Puis Bercy, il dit que, mettons, pour le siècle ce qui va suivre, le siècle des révoltes, le 17e, pendant la guerre de 30 ans, c'est directement lié. Tu as l'État qui a vraiment besoin de plus d'entrée d'argent, puis donc va imposer à droite, à gauche, puis un va avec l'autre.
tu crées finalement des poches de révolte à droite puis à gauche. Puis ça pète pendant jusqu'à la Révolution. Jusqu'à la Révolution française. Ouais. Puis même après. Puis même après. Ça pendant l'Empire. Mais non, mais pendant l'Empire, c'est pour ça que je te dis, pendant l'Empire, il instaure. En tout cas, j'ai peut-être tort, mais la façon que j'ai lu, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que tu analyses, c'est qu'il a quand même instauré un contrôle. C'était une dictature totale. Là. Il y avait l'armée de son bord, il y avait tout. Là. Tu peux aller en guerre, mais quand même avoir le contrôle dans tes routes, dans tes affaires, dans ton pays. Mais le travail ne manquait pas. Non. Donc, le peuple se calmait. En même temps, tu as eu la Vendée au début. Ouais. La continuité de la Vendée. Oui, mais il l'a réglé assez rapidement. Ouais. Avec un évêque dont le nom de famille est Bernier, si je me souviens. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais je sais qu'il avait réglé ça, lui, Puis il n'a jamais voulu y aller. Il n'a jamais voulu y aller, même comme général durant la il a toujours refusé de tirer sur des Français. Ben non, il a tiré sur des Français. Il a mitraillé à Paris avec ses. C'était des royalistes. Il a le droit. Qui a absorbé après ça, il a intégré dans sa. Dans son empire. Ouais. On est rendu à Napoléon, là. Mais en tout cas, je me dis, mais c'est vrai, pendant l'Empire, faudrait voir s'il y a eu des révoltes, mais je pense. Il y a peut-être des petites choses à droite, à gauche, mais je ne suis pas certain que ça a duré. Mais il était aimé à part dans certaines poches. Mais en campagne, il y avait une bonne. Un bon appui. On parle de Napoléon. Oui. On parle de Napoléon, mais après ça, je sais pas. J'ai vraiment jamais lu rien sur des révoltes durant l'Empire. Tu as raison. Je sais que j'en ai lu. Ouais. J'essaie de me souvenir. On ne glorifie pas l'Empire, là. Je glorifie pas l'Empire, mais c'est vrai que je pense que tu avais un contrôle, comme je dis, je pense qu'il y avait un contrôle quand même assez. Là, tu parles de modernisation de l'État. Je veux dire, il l'a fait à vitesse grand V. Tu as le Code civil, tu as tout. Écoute, la Banque de France, tout. Fait que c'est ça, c'était ça pour moi, mon cher Éric. Bon. Très bon. Merci. Puis, gars, moi, je sais que j'essaie d'en travailler une sur. J'aimerais ça qu'on parle de juin 1848, qui est vraiment une révolte. Là, on parlait d'impôts, mais après ça, on va parler ici de chômage. Ouais. C'est assez intéressant. En tout cas, ça touche un paquet de. Est-ce que c'est la première fois que la République tire sur son peuple? Non, parce que la République tire sur son peuple en 34. En 31 contre les Canuts, 34 contre les Canuts, il tire sur c'est la République. Non, c'est la monarchie de Juillet. Ben non, c'est ça. Parce que c'est ta deuxième République. Puis t'as septembre, je pense, c'est en 92, c'est ça. 1792, c'est la République, c'est Lafayette même qui tire, sont en train de signer une pétition, je pense, dans le Champ de Mars ou quelque chose en même. Je sais pas quel parc, là. Il faudrait faire des petites capsules microscopiques sur un événement X. Ouais. Mettons. C'est ça, 1792, Robespierre s'en réfère tout le temps. Pourquoi le peuple doit être armé? Armé, ouais. Parce que là, l'État avait été contre le peuple. C'est de là. On parle des États-Unis qui ont leur premier amendement, je ne sais pas quel amendement, là, qui ont droit aux armes, là, qui était vraiment pour empêcher les dictatures, c'était ça, là. Le vrai but. Mais ça, c'était Robespierre, ça avait inspiré de ça, lui. C'était clairement. Toujours avoir une armée du peuple. Pour remettre en l'ordre. Pour prévenir justement les abus du pouvoir. C'est ça. Vu sous cet angle. Oui. Mais, tu sais, c'était dans. Je pense que c'était dans Convention, pas la Convention, mais la Constitution de 93, 1793, qui n'a jamais été mis à l'œuvre, mis en fonction, là, c'est ça. Mais c'est ça. Idée.
parler du bourreau Samson. Lui, son livre, j'aurais aimé ça lire ça. C'est toi qui l'avais, je pense. Hein? Je l'ai, Son je l'ai journal. encore. Là. Ouais. Puis il y a Michel Foucault. Pas Foucault, là, mais Foucault qui avait écrit un livre Nous et Dieu le pouvons. Où ce que tu as Folco, qui avait écrit sur. En tout cas, la scène, c'est que c'est les bourreaux de la France, mais au début du 20e siècle, qui se rencontrent, puis sont en train de lire le pedigree de Samson. Ouais. Puis c'est comme un roi, une reine, des prêtres. Ouais, écoute, ça arrête plus. Mais dans son journal, ben, en fait, le livre que j'ai, l'édition, ça existe. Bon, bref, plus, c'est comme un journal. Puis tu le vois, au début, il est royaliste. Ouais. Mais tu vois, son style change parce qu'il y a la chienne. Ouais. Il veut être plus révolutionnaire que révolutionnaire, mais à un moment donné, il y a une passe, c'est carrément, il y a un choc post-traumatique. Il y a un dégoût. Il est en train de couper les cheveux d'une fille qui va... Puis il n'est plus capable, il tremble, puis c'est carrément, le gars, écoute, il passe sa journée à chopper des têtes à un moment donné. Là, une dépression nerveuse. Il y a aussi un livre que tu m'avais passé. Non, on dérape, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. C'était des anecdotes sur la Révolution française. Puis t'en as un, c'est un gars qui se promène tout content. C'est un aristocrate ou whatever, ou un bourgeois qui se promène, puis il voit un des fils Samson en train de torturer un gars. Ça, c'est le nôtre, l'historien le nôtre. Gilles Lenôtre. Oui. Puis là, l'autre, il est là, puis il est en train de parler avec Samson, puis là, Samson, hey, peux-tu me passer ça? Oui, il passe un fer chaud, le gars, il brûle, puis il se fait blâmer. Le pauvre bourgeois se fait blâmer, il se fait comme rejeté par tout le monde, même sa famille, parce qu'il a aidé Samson. Ouais, le gars, le reste de sa vie, il passe. Le gars qui a aidé à torturer. Pourtant, des anecdotes incroyables. Ouais. Ah, c'était écœurant. Ouais. Mais ça aussi, sur les bourreaux, ça serait bon. Ouais, mais tu sais, je pourrais leur lire, prendre des petites notes. Puis, ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ça doit à un moment donné, il rencontre Robespierre. Enfin, bref. Ben, t'as celle où il rencontre la famille des Moulins. Des Moulins. Il va porter il va porter une mèche de cheveux des Moulins au père de la femme des Moulins. C'est ça. Incognito. Puis, mettons qu'il est très mal à l'aise parce que il ne veut pas se présenter comme le bourreau. Puis, il y a des scènes, là, mon vieux. Là, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Mais ça serait le fun. Ouais. Ah, ouais. Voilà pour moi. Ouais, mais c'est parfait. Mais ce fut le fun. Et on va en faire d'autres, je pense. C'est fun, des petites capsules, non? Ouais. C'est quoi? C'est à peu près 1 heure? Ouais. Puis, that's it. Fait que, sur ce, on va arrêter le mouvement. L'enregistrement. C'est le moment où on fige. Bonne soirée, bonne soirée, Régent. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à tous. On peut le dire. C'est juste. Ouais, bonne soirée à tous. Non, mais c'est peut-être le matin. Oui. Ou bon matin. Ou bon matin. Bon après-midi. Bon après-midi. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Ou bonne année 2040. Oui. Ça dépend quand vous l'écoutez, on ne sait pas. Ouais. Peut-être c'est des extraterrestres. Je sais pas. Donc, bonne soirée tout le monde. Salut.